sommaire de cette édition, après 2 jours de dépouillement, Mokwetsi Masisi, le président sortant du Botswana, a été proclamé élu pour un mandat de 5 ans. Au moins 2 personnes ont été tuées et des dizaines blessées dans des manifestations ce mercredi en Éthiopie contre le Premier ministre et prix Nobel de la paix, Abiy Ahmed. Et puis le porte-parole adjoint de la police burundaise a déclaré que des enquêtes vont être menées après l'arrestation de 4 journalistes burundais et de leurs chauffeurs. Bienvenue à toutes et à tous et merci de prendre le rendez-vous de cette édition que nous démarrons par le Botswana où le président sortant Mokwetsi Masisi a été élu pour 5 ans à l'issue du scrutin du mercredi 23 octobre dernier. Son parti actuellement au pouvoir a remporté la majorité au Parlement. Conformément à la tradition, le président sortant du Botswana, Mokwetsi Masisi, a été déclaré vainqueur dès la confirmation que son parti avait remporté 29 des 57 sièges du Parlement. Le Parti démocratique du Botswana qui le porte avait obtenu la majorité absolue des 57 sièges du Parlement. Mokwetsi Masisi a accédé à la présidence du Botswana en avril 2018 après la démission de son prédécesseur Ian Khama, conformément à la constitution du pays, qui limite à 10 ans maximum le mandat de chef d'État. À la tête du pays depuis son indépendance en 1966, le parti du président sortant était pour la première fois menacé de perdre sa majorité au Parlement lors du scrutin de ce mercredi à cause d'une fronde lancée par son prédécesseur. Quelques mois après sa retraite, Ian Khama a reproché à son successeur de revenir sur certaines de ses décisions emblématiques, comme l'interdiction de la chasse aux éléphants sauvages, et l'a accusé de dérive autoritaire. Ian Khama a claqué la porte du BDP, a créé un nouveau parti qui a présenté des candidats aux législatives et appelé à voter pour l'opposition. Cette dissidence a fragilisé la position du parti au pouvoir. Ce vendredi, aucun des partis en course n'a réagi immédiatement à la victoire annoncée de Mokwetsi Masisi. Par ailleurs, le dépouillement des suffrages se poursuivait dans des circonscriptions législatives dont les résultats n'ont pas encore été confirmés par la commission électorale. Ces résultats devaient être rendus publics plus tard dans la journée. Manifestation en Éthiopie contre le Premier ministre et prix Nobel de la paix Abiy Ahmed. 2 personnes au moins y ont été tuées et des dizaines d'autres blessées. Des mouvements de protestation ont eu lieu mercredi dans plusieurs villes de l'Éthiopie. La capitale, Addis Abeba, a été le théâtre d'un face-à-face tendu entre des membres des forces de sécurité et des partisans de Jawar Mohammed, le fondateur du média d'opposition Oromia Media Network. D'après le commandant de la police de cette ville de la région de Oromia, les manifestations au sud-est d'Addis Abeba ont fait plusieurs morts, des dizaines de blessés et causé d'importants dégâts matériels. Aucune précision n'a été donnée sur comment ces personnes avaient été tuées et blessées. Jawar Mohammed a joué un rôle clé dans les manifestations antigouvernementales ayant mené à la chute du prédécesseur du Premier ministre Abiy Ahmed et à la nomination de ce dernier comme premier ministre issu du groupe ethnique Oromo, le plus nombreux en Éthiopie. Activiste controversé, il a été accusé par ses détracteurs d'inciter à la haine ethnique et n'a pour but que de déstabiliser le 2e pays le plus peuplé d'Afrique. Les relations entre les 2 hommes se sont récemment détériorées, l'instigateur ayant critiqué publiquement plusieurs réformes d'Abiy Ahmed qui vient d'être récompensé par le prix Nobel de la paix. Le conflit entre les 2 hommes souligne les divisions au sein de la communauté Oromo alors que des élections générales sont prévues en mai 2020. Je l'annonçais en titre, Reporters sans frontières a exigé ce jeudi la libération de 4 journalistes burundais et de leurs chauffeurs. Ces derniers ont été arrêtés 2 jours plus tôt par la police au Burundi. 4 journalistes burundais qui travaillaient pour Iwaku, l'un des derniers médias indépendants du Burundi, ont été arrêtés dans la province de Bubanza, dans l'ouest, alors qu'ils couvraient l'incursion meurtrière de rebelles burundais venus de la République démocratique du Congo voisine. Au moins 14 rebelles du groupe burundais Red Tabara, basés dans l'est de la RDC, ont été tués lors de cette attaque
la première depuis 2017 selon la police burundaise. Ce jeudi, le porte-parole adjoint de la police n'a pas voulu révéler le motif de leur arrestation en invoquant le secret de l'instruction. Mais il a par ailleurs déclaré que des enquêtes vont être menées. Et pour le cas de vos collègues journalistes du journal Iwachu, ils sont à Bubanza, au commissariat professionnel de Bubanza. Des enquêtes sont être amenées sur eux. Et vous savez très bien que de telles enquêtes, en matière d'enquête préliminaire et judiciaire, ce sont des enquêtes qui se font discrètement. Et attendons alors la fin des enquêtes. Et au moment voulu, si jamais les faits qui les sont reprochés ne seront pas prouvés, ils seront relâchés et au cas contraire, ils seront transmis aux instances habilitées, au ministère public et à la justice. Le gouvernement burundais et de nombreux diplomates estiment que le groupe burundais Red Tabara est dirigé par l'un des plus farouches opposants au régime burundais, Alexis Sidouiye, ce que l'intéressé a toujours nié. Selon Reporters sans frontières qui demande leur libération, les 4 journalistes et leurs chauffeurs ont été arrêtés alors qu'ils étaient en train de recueillir des témoignages d'habitants qui fuyaient les combats. Ils sont depuis détenus au commissariat provincial de Bubanza. La police les soupçonne d'avoir été prévenus à l'avance de l'attaque selon une source des services de sécurité. Dans un communiqué publié ce mercredi, Human Rights Watch a également exigé la libération immédiate des journalistes. La gestion intégrée des ressources en eau représente une thématique qui semble complexe malgré qu'elle relève de notre quotidien. Les ressources en eau étant périssables du fait des hommes et des bouleversements de la nature, il importe de s'appesantir sur leur gestion efficiente. Ce processus de gestion coordonnée de l'eau, des terres et des ressources connaissent repose sur des principes. Le premier principe de la GIE voit l'eau comme une ressource finie, limitée, vulnérable. Le principe numéro 2 veut que la gestion de l'eau soit faite d'une manière participative pour que toutes les parties prenantes soient prises en compte, que ce soit les planificateurs, les décideurs, soient pris en compte dans la gestion de l'eau. Et le troisième principe de l'eau voit les femmes comme principales utilisatrices de la ressource et il est important qu'on associe les femmes dans les prises de décision. Le quatrième principe de la GIE, sur laquelle se repose la GIE, voudrait dire que l'eau est une ressource qui a une valeur économique et une valeur sociale. Cela voudra dire que dans l'usage de l'eau, on doit tenir compte de ces 2 caractères, caractère économique, caractère social, pour que les différentes couches de la société puissent en avoir. Hors du continent africain, la justice du Bangladesh a condamné à mort ce jeudi 16 personnes. Les intéressés ont commis le meurtre d'une jeune femme de 19 ans. La victime a été brûlée vive pour avoir porté plainte pour harcèlement sexuel contre le responsable de son école coranique. La mort de Nusrat Jahan Rafi en avril avait suscité une vive émotion et déclenché des manifestations à travers cette nation d'Asie du Sud, le Bangladesh. Selon les autorités, la jeune femme a été attirée sur le toit d'une école coranique de Sonagazi où elle était élève. Ses assaillants lui ont alors demandé de retirer la plainte pour harcèlement sexuel qu'elle avait déposée peu avant contre le principal de l'établissement. Face à son refus d'obtempérer, elle a été aspergée d'essence et mise à feu. Elle a succombé à ses blessures 5 jours plus tard, le 10 avril. Le principal de l'établissement est soupçonné d'avoir planifié ce meurtre depuis sa cellule où il se trouvait après son arrestation consécutive à la plainte déposée contre lui pour harcèlement sexuel. D'après la police, au moins 5 des accusés sont directement impliqués dans le meurtre, tandis que les autres sont poursuivis pour les avoir aidés. Les 16 accusés, dont le professeur de la jeune fille et 3 de ses camarades, étaient jugés depuis juin par un tribunal spécial. Tous, ils ont été condamnés à mort jeudi. Le procureur Hafez Ahmed a déclaré une fois cette sentence prononcée que ce verdict prouve qu'aucun meurtre ne reste impuni au Bangladesh et qu'il y a l'état de droit. La défense a annoncé son intention de faire appel. Une association locale de défense des droits des femmes a salué une peine exemplaire. Selon le groupe, seuls 3% des affaires de viol aboutissent à des condamnations dans le pays.
Le Chili vivait ce jeudi son deuxième jour d'une grève générale qui ajoute à la pression sur le président. Alors que le chef de l'État est en quête d'une issue, le pays est pris dans une crise sociale qui ne montre aucun autre signe d'apaisement. Les syndicats chiliens ont montré leurs muscles mercredi avec des dizaines de milliers de manifestants à Santiago, au Chili. Leur mobilisation s'y poursuivait jeudi pour réclamer au gouvernement de retirer des rues les militaires déployés pour la première fois depuis la fin de la dictature du général Augusto Pinochet en 1990. Sont aussi mises en cause des réponses à la pire crise sociale du pays depuis 30 ans. Ce que c'est de vivre à Plaza Nunoa, ce n'est pas la même chose que de vivre dans les zones plus périphériques de la ville. C'est-à-dire, ils répriment les gens parce qu'ils tapent sur des casseroles à des coins de rue. Dans leurs rues où ils ont vécu toute leur vie, les carabiniers, les forces armées sont sortis et c'est triste. Les gens demandent ce qu'ils veulent pour leur dignité. La dignité sur différents aspects en matière d'éducation, de santé, de retraite, de transport, pour la vie de tous les jours. En réalité, tout nous affecte dans tous les aspects de la vie et maintenant, ça doit changer. Les organisations syndicales et une vingtaine d'autres mouvements ont appelé à manifester à Santiago, à quelques stations de métro du palais présidentiel de la Moneda. Pour la présidente de la Centrale unitaire des travailleurs, principale confédération syndicale du Chili, le président Piñero a polarisé le pays et accru les tensions. 18 personnes, dont un enfant, un Péruvien et un Équatorien, sont mortes depuis le 18 octobre, selon des chiffres officiels. L'explosion de colère sociale avec de violentes manifestations et des pillages a été provoquée par l'annonce d'une hausse de 3,75% du prix du ticket de métro à Santiago, mais ne s'est en rien calmé après l'annonce de la suspension de cette mesure. On retrouve cette fois-ci Johannes Toanou pour la revue de presse Afrique. La revue de presse Afrique du jour démarre au Cameroun où l'homme d'affaires français Vincent Bolloré est en manchette de tous les journaux. Le jour de titrer « Port de Douala », Bolloré reprend la main. L'œil du Sahel se veut plus précis, terminal à conteneur de Douala, Paul Biya remet Bolloré dans le jeu. Le messager de constater, port autonome de Douala, Paul Biya sauve Bolloré des eaux troubles. Par correspondance du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, le président de la République ordonne la suspension de la procédure de passation de concession au terminal à conteneur. En Côte d'Ivoire, Fraternité Matin revient sur le sommet Russie-Afrique et titre « Ouattara invite les entreprises russes à investir en Côte d'Ivoire ». Déplacement du Premier ministre relayé par le patriote depuis le Tonkpi. Amadou Koulibaly prévient « Nous combattrons avec fermeté ceux qui menacent la paix ». Le nouveau réveil relaie les propos d'un opposant et titre « Amadou Koulibaly charge encore, Ouattara a tout tué en Côte d'Ivoire, école, santé, infrastructure, habitat ». Rentrera pas. Aujourd'hui, titre sur l'ex-PAN, Soro devant la presse française, je n'ai pas peur de rentrer à Abidjan. Au Burkina, l'Express du Faso par l'infrastructure et titre, entretien des routes, le budget pour chaque région. Le quotidien à présent, mise en œuvre de la fonction publique hospitalière au CHU de Tengandogo, sit-in des agents pour exiger leur prise en compte dans le processus. Sidoya préfère parler des services de l'État et titre, modernisation de l'administration publique, des acquis à étendre à tous les ministères. Au Togo, Liberté affiche en manchette Sochi, Yokohama, Pékin, Fort Yassingbe ou la balade aux retombées invisibles. À l'œil nu, Togo Matin prend le contre-pied en affichant Doing Business 2020, double digit, objectif atteint pour le Togo. Avec le même journal, candidature de Fort en 2020, Patrick Lawson, pas un 4e mandat, mais une 4e candidature. Au Sénégal, Sud Quotidien parle politique, décrispation du champ politique post-présidentiel, le double jeu de Macky. Là, à présent pour parler santé, manque de soutien, rejet, abandon du conjoint, confession poignante de femmes atteintes de cancer du sein. On parle sport pour mettre un terme à la revue de presse Afrique du jour. El Hadji Diouf, ancien international, Sadio Mané mérite le ballon d'or. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.